difficile d'accroître la population dans un pays où il y a 6 fois plus d'hommes que de femmes en âge d'avoir des enfants. C'est pourquoi le roi Louis XIV envoie en Nouvelle-France les filles du roi. Au printemps de 1685, ça faisait presque 15 ans que Marie-Hubert était dans la colonie. Elle y était débarquée avec d'autres filles du roi par une belle journée du mois de juillet 1670, alors qu'elle était encore toute jeune. Elle a épousé Nicolas Fournier, un paysan de Charlesbourg. Le couple a eu 6 enfants. Certains ont eu des descendants jusqu'à aujourd'hui. Des Fournier, des Fradet, des Lefebvre, des Leroux et bien d'autres. Marie! Oh, la belle surprise! Oh! Quel bon vent t'amène! J'ai reçu une lettre de France. De France? Mais il n'y a pas eu de bateau depuis l'automne. Et c'est depuis tout ce temps que je l'ai. Mais avec les récoltes et puis les petits qui ont été malades, l'hiver est arrivé et les chemins ont été trop mauvais jusqu'à la semaine dernière. Tu es venue pour que je te la lise. S'il vous plaît, oui. C'est Madeleine qui t'écrit. Madeleine. Je me promettais depuis fort longtemps de t'écrire. Mais une vilaine maladie de poitrine m'a tenue clouée au lit durant plusieurs semaines. J'espère que tout va bien pour toi. Les filles du roi sont parmi les personnes qui ont le plus marqué l'histoire du peuplement français de la Nouvelle-France. On estime que le patrimoine génétique de ces femmes et de leurs maris coule dans les veines de la moitié des francophones d'Amérique d'aujourd'hui. On a raconté beaucoup de choses sur les filles du roi. Bon, d'abord qu'elles étaient des filles de joie et ensuite qu'elles étaient des saintes. Mais au fond, qui étaient vraiment ces femmes? Et pourquoi est-ce qu'on leur a donné ce nom-là? D'où vient le nom Fille du roi? C'est pas une appellation qui vient des historiens, mais qui vient d'une contemporaine de l'époque, de Marguerite Bourgeoys, qui les a accueillies, d'ailleurs, de cet endroit même où nous sommes aujourd'hui, la Maison Saint-Gabriel à Montréal. Marguerite Bourgeoys, sur la fin de sa vie, raconte dans ses écrits autographes, et je cite, « Quelques années après mon premier voyage en France, il arrivait à Montréal environ 17 filles du roi. C'est la première fois qu'on utilisait cette appellation. » On pense que cette expression viendrait peut-être du terme « enfant du roi », qui désignait certains orphelins pris en charge par l'État. La majorité des filles du roi étaient effectivement des orphelines et Louis XIV avait payé pour leur transport et leur établissement en Nouvelle-France. Si on les appelle filles du roi, c'est parce qu'elles ont reçu une aide du roi qui pouvait prendre la forme d'une dot, une dot qui était de 50 livres, 100 livres pour les filles nobles et de façon exceptionnelle 200 livres. Donc c'était supposément pour les aider à se marier. Or, étant donné le déséquilibre des sexes à cette époque-là, il manquait tellement de femmes qu'il suffisait à une immigrante de porter jupon pour se trouver un mari. Marie-Hubert, elle venait de Paris, c'est ce qu'elle a déclaré dans son contrat de mariage et son acte de mariage. Elle serait née vers 1655 dans la paroisse Saint-Sulpice de Paris, qui était une paroisse du faubourg de Saint-Germain-des-Prés. Il faut dire qu'à cette époque-là, 1650, c'était déjà hors les murs de Paris. Elle était une des 46 filles du roi qui venaient de cette paroisse. C'est qui en fait la paroisse la plus importante au niveau du nombre de filles du roi qui sont originaires de Saint-Sulpice. Quand
Marie Hubert est partie pour la Nouvelle-France et pour bien longtemps après, les filles du roi n'avaient pas une très bonne réputation. Il faut dire que pour les Français de l'époque, les colonies étaient très loin et les gens ne faisaient pas bien la distinction entre le Canada et les Antilles. Cette dernière étant effectivement une colonie pénale où on envoyait beaucoup de criminels. Fille du roi, fille de joie, c'est une ambiguïté qui, surtout depuis 1952, depuis que Gustave Langto a écrit son fameux livre intitulé « Fille de joie ou fille du roi », c'est une ambiguïté qui est restée parmi non seulement les historiens, mais aussi dans la population en général, parce qu'on s'est demandé quelles étaient les mœurs de ces filles-là. En opposition, les historiens québécois d'obédience cléricale ou, enfin, sous l'influence du clergé, eh bien, au contraire, ont pris le parti de défendre la moralité de ces filles et ils en ont fait des saintes, finalement. Alors qu'on peut très bien présumer que c'était des filles, des femmes ordinaires. C'est-à-dire que elles avaient sans doute des qualités, des défauts, comme toute femme. Ces femmes-là, on le voit par leur fécondité, si elles avaient été dans des conditions physiques déplorables, eh bien, si elles avaient été prostituées, syphilitiques, etc., elles n'auraient pas eu le nombre d'enfants qu'elles ont eu. La plupart des filles du roi avaient entre 18 et 25 ans. Elles venaient d'un milieu humble en général. Un petit nombre d'entre elles étaient des filles de nobles ou de bourgeois. On les appelait alors des demoiselles. De 1663 à 1673, on en a envoyé autour de 850. Il en est resté environ 770. Certaines sont décédées durant la traversée et d'autres sont retournées en France parce qu'elles ne pouvaient pas s'adapter. Il y a 95% des filles du roi qui restent dans la colonie. Les engagés, qui sont des gens, donc des 36 mois, comme on appelle, qui venaient ici pour un contrat de 3 ans, ces engagés, il n'y en a que 56%. La différence, c'est que, justement, les engagés ont un contrat de 3 ans. Et au bout de 3 ans, s'ils ont suffisamment ramassé d'argent, ils peuvent payer leur passage et retourner en France. Alors que les filles du roi ont un contrat de mariage, un contrat à vie. Elles sont venues en vue du mariage pour s'établir, pour épouser un homme dans la colonie, ils font des familles et avoir une descendance. Ça contribue à montrer l'importance de cette période 1663-1673, ce boom migratoire est d'autant plus important qu'il est rentable que ceux qui viennent restent. Et crois bien que je demeure, de tout mon cœur et pour toujours, ton amie, Madeleine. Je suis bien heureuse de savoir qu'elle est contente de sa vie là-bas. Quand vous viviez sous mon toit, à votre arrivée, j'ai compris bien vite qu'elle ne s'y ferait pas. Je me souviens de ses peurs avant de partir. Nous savions si peu de choses de ce pays. Elle craignait le froid et la neige, mais ce qui lui causait le plus de frayeur, c'était l'idée de ces Iroquois qui avaient torturé des pères jésuites. C'est peut-être le plus grand fléau de ce pays, d'ailleurs. Moi aussi, j'avais des craintes. Et de regrets de quitter la France. Je crois que je n'en avais aucun. Comme Marie Hubert, beaucoup de filles du roi étaient orphelines. L'espérance de vie n'était pas très longue en France à cette époque et beaucoup d'enfants perdaient leurs 2 parents avant de devenir adultes. Le père était presque toujours l'unique pourvoyeur. Et dans les milieux pauvres, quand il mourait et que sa veuve n'arrivait pas à se remarier, elle se trouvait très démunie.
Bien souvent, elle devait abandonner ses enfants à l'hôpital général de Paris. C'est une époque qui correspond au lendemain des guerres de religion, donc une période assez tourmentée en France. Sur le plan social, ça correspond aussi à une période où on a voulu isoler les plus pauvres de la société. Donc en 1656, on crée l'hôpital général de Paris pour justement renfermer les plus pauvres. Pourquoi enfermer les pauvres, c'est-à-dire les mendiants, les vagabonds, les vieillards, les enfants trouvés, les prostituées et les orphelines? C'est que, à l'époque 1656-1663, c'est une période de misère économique. Les gens meurent de faim. On manque de blé, on manque de pain. Les gens aussi souffrent l'hiver beaucoup du froid. On manque de bois de chauffage. Alors, ces gens qui travaillent pas, qui ont peu de revenus, à ce moment-là, se révoltent. Pour protéger la bonne société française, les autorités ont donc décidé de faire enfermer les démunis et de les faire travailler, l'oisiveté étant la mère de tous les vices. C'est comme ça qu'on retrouve les orphelines dans les hôpitaux généraux de Paris, et principalement à la Salpêtrière et à la Pitié. Ces filles-là, on les fait travailler donc dans des ateliers de tissage, mais aussi on leur demande d'entretenir la maison. Donc, lessive, blanchir les lits, la couture. Et tout ça se fait au chant des cantiques, puisque ce sont souvent, la plupart du temps, des religieuses qui s'en occupent. C'était dur. D'être toujours au milieu des mendiants galeux, des miséreux, des infirmes. Et surtout ne jamais pouvoir sortir. C'est le curé du village qui m'a conseillé de partir. Il m'a dit que la vie serait meilleure ici. Moi, j'étais à la Salpêtrière. Toi? C'était dur. Très dur. D'être toujours au milieu des mendiants galeux, des miséreux, des infirmes. Et surtout ne jamais